Et on commence aujourd'hui avec un témoignage, celui de Tina. On vous remercie Tina. J'ai 37 ans, cela fait plus de 10 ans que je suis dans la même entreprise. Tout le monde autour de moi me dit que j'ai une bonne situation. Mais moi, je n'en peux plus. Chaque dimanche soir, j'ai la boule au ventre, j'ai envie de changer, de faire autre chose. Peut-être même un métier complètement différent. Mais j'ai peur. Peur de ne pas réussir, peur de regretter, peur de perdre ce que j'ai construit. Alors merci beaucoup Tina pour votre témoignage, merci à tous pour vos nombreux témoignages que nous recevons. Voilà le genre de message que je reçois régulièrement. Et peut-être que vous aussi, vous vous reconnaissez dans ces mots. Aujourd'hui on va parler de cette peur du changement professionnel. Pourquoi elle nous bloque? Et surtout, comment on peut la dépasser? Et avec nous aujourd'hui, Maxime. Maxime, vous êtes responsable des accompagnements VE chez Sensei. Est-ce que vous voulez nous parler un petit peu plus de votre travail? Alors, très brièvement, moi j'ai travaillé une dizaine d'années dans le médico-social. Après, je suis devenu consultant en bilan de compétences chez Sensei et maintenant, effectivement, responsable des accompagnements VAE. Donc, toujours dans l'accompagnement, mais avec différents publics et sur différents dispositifs aussi. D'accord, ok. Et donc vous avez accompagné combien de personnes environ ces dernières années? Oh là, c'est dur à quantifier. Je pense 150 en bilan de compétences. Médico-social, je ne peux pas quantifier. Et là, en VAE, on a 200, je pense, personnes en un an et demi. Après, moi, j'accompagne pas tout le temps, de A à Z, sur tous les dispositifs. Des fois, je suis là que de façon ponctuelle. D'accord, ok. Mais en tout cas, on peut dire que vous avez pu voir un bon nombre de personnes en phase de questionnement et peut-être des personnes qui sont sensibles à cette peur du changement. Alors, c'est ce qu'on va voir tout au long de ce podcast. On va voir quatre points principaux, quatre questions auxquelles on va répondre. La première, pourquoi le changement fait si peur? Deuxième question, quels sont les freins les plus fréquents? Troisième question, comment faire le premier pas malgré la peur? Et puis enfin, c'est pas vraiment une question, mais en guise de conclusion, on va essayer de s'inspirer, de se rassurer, de trouver des moyens concrets d'agir par le biais de conseils, des recommandations de votre part. Donc encore une fois, merci d'être avec nous Maxime. On va tout de suite se poser la première question. Pourquoi le changement fait si peur? Alors Maxime, le témoignage qu'on a lu, celui de Tina, il est loin d'être isolé. Selon vous, pourquoi est-ce que c'est si difficile de changer de voie, même quand on se sent plus à sa place? Parce que voilà, c'est pas forcément rationnel, mais la notion de peur, elle est présente. Et c'est souvent la peur du changement, le fait de changer ce qu'on a l'habitude. Nous, on a tendance à vouloir être rationnel, avoir nos habitudes, nos petits trains-trains. Et le fait de se projeter dans quelque chose de différent, déjà, c'est une problématique. Après, peuvent s'accumuler beaucoup d'autres facteurs. La légitimité, typiquement, de changer, la représentation sociale, il y a énormément de facteurs. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que euh, cette peur, elle est toujours légitime ou est-ce que bien souvent, elle est exagérée en fait? Eh ben, j'ai tendance à dire les deux. En fait, c'est légitime d'avoir peur du changement parce qu'on ne sait jamais de quoi ça fait demain et forcément, quand on va amener une transition, il faut la sécuriser. Donc, c'est normal d'avoir peur face à un changement. Après, elle est très régulièrement exagérée. Elle est faite de ce qu'on appelle maintenant assez couramment les croyances limitantes qui vont nous empêcher. Et il y a des peurs qui sont pas toujours si légitimes finalement, qui peuvent se déconstruire. D'accord. C'est vrai que je pense qu'il y a ce qu'on appelle la zone de confort. Ce qu'on connaît, ça nous rassure. Clairement. Et donc forcément, quand on ne connaît pas quelque chose, alors que pourtant peut-être que ce serait mieux, ben, des fois le simple fait de sortir de cette zone de confort dans laquelle peut-être qu'on n'est pas bien, mais au moins elle nous rassure, ben, c'est ça qui nous fait peur, non? Mais exactement, et on peut le voir de toute façon, des fois quand on pose noir sur blanc par exemple les désavantages à rester dans une situation et les avantages à aller dans une autre, même s'il y a que des avantages à bouger, il y a quand même une réticence au changement. Même si pour autant, de façon purement pragmatique, logique, on voit bien qu'il y a besoin à un moment ou un autre de changer, comme le dit Tina, parce que je suis mal tous les jours finalement, donc j'ai besoin d'un changement, et que finalement tous les voyants sont au vert, il y a quand même une réticence. C'est jamais très simple finalement d'engager un D'accord. changement. Est-ce que ça peut être dû, vous avez parlé de différents facteurs, ça peut être dû à quoi justement? D'où vient cette crainte? Il y a des facteurs, je pense, internes et externes au final. On a parlé juste avant de la légitimité, typiquement, des croyances limitantes qu'on peut avoir. Donc ça peut venir de son éducation aussi, tout simplement, et peut-être des choses à déconstruire de ce côté-là. Et il y a aussi des facteurs sociétaux aussi, de finalement l'image qu'on renvoie. Comme le dit Tina, tout le monde me renvoie que j'ai une bonne situation. Ça, c'est des choses qui vont renforcer aussi l'entourage. Ça va renforcer la peur du changement, la difficulté à se Eh mettre oui. en action. Moi je sais que, à titre personnel, vous me direz ce que vous en pensez, mais euh, par exemple j'ai toujours eu du mal avec le système scolaire. Je me suis jamais senti à ma place. Euh, et ensuite, quand j'ai commencé à travailler,
On me disait, hein, mes parents, mon entourage, faut vite avoir un CDI. Le CDI, c'était le... Et ça l'est encore, hein, pour beaucoup, c'est le Saint Graal. Il faut aller chercher le CDI parce que c'est la stabilité, parce que c'est... Donc c'est ce que j'ai fait, mais je me suis jamais senti bien en tant que salarié, vous voyez. Et ensuite, ben, j'ai eu des désirs d'entrepreneuriat, et là je me suis tout de suite senti plus épanoui. Je dis pas que c'est ce qui correspond à tout le monde, bien évidemment, il y en a qui seront très bien dans ce cadre-là, mais est-ce que aussi, vous pensez que ça peut être des croyances limitantes, ces espèces de stéréotypes dans lesquels il faut absolument rentrer pour soi-disant être stable, être heureux? C'est totalement ça. Et en plus, ces croyances-là, typiquement celle du CDI, c'est une croyance qui est plus générationnelle, qui remonte finalement à nos parents, voire à nos grands-parents. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout d'actualité, au final, parce qu'on sait que la majorité des salariés vont changer de poste tous les 4-5 ans et que c'est de plus en plus dur de fidéliser justement quelqu'un. Donc cette volonté de trouver une stabilité à travers un contrat de travail qui peut nous bloquer, finalement, bah, ça ne correspond pas à tout le monde, ça ne correspond pas à toutes les époques non plus. Et c'est toujours pareil, de toute façon, dans les parcours, ça dépend totalement de l'individu aussi, et c'est très très individualisé en fonction des parcours et des personnes. Ah oui, d'accord. Donc effectivement, je pense que ces croyances-là, c'est même des fois des vestiges de ce qui fonctionnait, ce qui était la clé de l'épanouissement avant. Mais aujourd'hui, c'est plus adapté. Et nous, on vit encore avec ces vestiges qu'on nous transmet peut-être de manière héréditaire, qui sont encore présents. Ce qui m'amène à la deuxième question, c'est quoi les freins finalement au passage à l'action, les freins qui vont faire qu'on va rester dans cette peur, les plus fréquents. Vous qui accompagnez des personnes en reconversion, quels sont les blocages que vous rencontrez le plus souvent? Bah, celui dont on parlait, la peur, en général qui décline du manque de légitimité, en général un manque de connaissances, mine de rien, des dispositifs, des différents métiers, de ce que je peux faire, de ce qu'il est possible de faire, de mes recours. Donc un manque de connaissances, un manque de légitimité. Et après, on peut trouver souvent aussi un des blocages qui va revenir pour les personnes, c'est la situation financière. La peur de se mettre en danger si jamais j'engage un changement. D'accord, ok. Je vois deux choses intéressantes dans ce que vous dites. Euh, Peut-être cette légitimité. Qu'est-ce que vous entendez par légitimité? Est-ce que c'est des gens qui se sous-estiment, qui se voient pas être compétents dans un autre domaine et qui du coup ont peur de se sentir inutiles et finalement de, de ne rien trouver dans quoi ils seraient bons, voire désirés? C'est ça, ça vient souvent d'un manque de confiance. En fait, quand on est dans un poste, on va répondre à certaines compétences, donc on correspond à un petit panel de compétences, et le fait de changer, de devoir réapprendre des choses, de devoir se remobiliser, bah, souvent les personnes ne se sentent pas forcément capables, on pense qu'ils vont être pris à défaut, ce qui peut être normal en même temps quand on va changer de métier, quand on engage une reconversion professionnelle, il y a une phase de transition dans laquelle on va apprendre, et en fait peut-être que cette phase-là, on aimerait être opérationnel directement, et cette phase-là, elle est difficile à appréhender, et je pense que c'est ça qui bloque en tout cas beaucoup de personnes dans la reconversion. D'accord. Euh, Intéressant. Euh, Comment est-ce qu'on différencie un frein euh, mental d'un frein concret? Vous avez parlé par exemple de situation financière. C'est un frein concret ou c'est un frein mental? Là pour le coup c'est concret. Après ça dépend, ça peut aussi se calculer finalement. Il faut le mettre noir sur blanc, il faut calculer finalement son risque, ça se fait. Mais un frein objectif, voilà, comme les problèmes financiers, ça peut se régler par l'organisation, par le fait de le prendre à un moment, de poser noir sur blanc et justement de pouvoir noter si c'est faisable ou pas faisable. Et là, on a une objectivité sur un frein financier de savoir si c'est faisable. Ouais. Vous avez devancé une question que j'allais vous poser justement. Il y a beaucoup de personnes hein, qui amorcent finalement la dernière phase, on va dire, de leur carrière, qui arrivent autour de la cinquantaine et qui finalement se disent bon ben là c'est finalement la dernière partie de ma carrière et qui du coup ont des craintes légitimes de soit perdre leur emploi, soit ben elles sont pas bien mais elles osent pas le quitter parce que justement peut-être que c'est plus difficile aussi à cet âge-là de trouver du travail. Ça peut créer une peur. Elle est légitime ou elle est mentale? Elle est purement mentale. Et j'en ai un, je sais pas si je peux faire un aparté sur Bien une sûr. expérience pro. Et bah, en plus, Hermina, qui était une bénéficiaire, qui a déjà fait des témoignages pour Sensei, et dont pour moi est représentatif typiquement de ce type de personne, qui était une personne du coup plutôt sur une fin de carrière, qui perdait son emploi du coup, et qui on lui avait proposé de créer une entreprise. Et elle disait, bah non, en fait, il me reste quelques années avant la retraite, c'est pas stratégique, je vais me mettre en danger, potentiellement ça va pas le faire, etc. Beaucoup de freins mentaux avec qui, du coup, que j'ai eu en accompagnement bilan de compétences et sur lequel on a travaillé ces freins-là. Et au final, elle a monté sa structure. Je prends des raccourcis, mais elle a monté sa structure. Elle est super épanouie dans ce qu'elle fait. J'ai l'occasion de la revoir de temps en temps. Et c'est en fait, on voit bien que c'était
que un frein mental. C'était que bah non, je vais pas y arriver, financièrement ça va mettre en danger, je suis trop âgé pour faire ça, autant que je laisse la place à quelqu'un d'autre, je suis pas légitime parce que j'ai pas forcément les compétences à entreprendre. En fait, si, ça s'est très très bien passé, elle a entrepris, elle s'est fait aider, elle s'est renseignée, elle y est allée, et finalement c'était je pense vraiment un accomplissement en Ouais. plus. Elle s'épanouit aujourd'hui, elle Ouais. s'est trouvée quelque part. Alors, elle pourra faire un démenti, mais non, je la vois régulièrement, je crois qu'elle est vraiment épanouie dans ce qu'elle fait. Excellent, c'est super encourageant Maxime, parce que je pense qu'il y a plein de personnes qui nous écoutent, qui aujourd'hui se reconnaissent peut-être dans cette situation et ont ces peurs-là, donc savoir qu'effectivement ça peut être qu'une croyance limitante, une fausse croyance qu'on peut briser et surtout que derrière peut se trouver quelque chose de magnifique, bah, je pense que c'est assez encourageant pour beaucoup. Ce qui nous emmène à notre troisième question, comment faire le premier pas Maxime? Comment faire le premier pas malgré la peur? Est-ce qu'il faut attendre de plus avoir peur pour se lancer? Non, non, non. En fait, on doit faire avec la peur. Mais c'est comme tout. C'est comme tout acte de la vie. Je pense que ça fait peur, je sais pas, de s'engager dans un couple, de faire un enfant. Ça fait peur de prendre un nouveau travail. Ça fait peur de. Moi, je fais de l'escalade, j'ai le vertige. Ça me fait peur à chaque fois et j'adore ça. Mais en même temps, on fait avec la peur. Et c'est pareil pour un changement professionnel. C'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, il faut pas attendre que tous les feux soient ouverts. Et vous le savez très bien en entrepreneuriat, j'imagine, on n'attend pas que tout soit parfait, que tout soit ficelé avant de s'engager. Il faut faire avec la peur. Il faut commencer des choses. Ça, en fait, il faut se mettre en action. Vraiment. Je dirais même, il y a un exemple que j'aime bien utiliser, peut-être un peu plus terre à terre ou pas, mais vous savez, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'aller à la piscine sur un plongeoir de 10 mètres, même des fois en dessous, hein, 5 mètres c'est déjà pas mal. Quand on avance au bord du plongeoir, qu'on regarde l'eau, soit on saute tout de suite, C'est ça. malgré le fait qu'on ait un peu de peur, il y a l'adrénaline, mais plus on attend, plus on se paralyse en fait. Et plus cette peur, elle nous domine, et c'est impossible de sauter. On fera machine arrière, on redescendra à l'échelle. Je sais pas ce que vous en Mais pensez. c'est exactement ça. Et c'est difficile. Ça, c'est marrant, c'est une conversation que j'ai assez souvent. Et on n'est pas tous égaux face à la peur. On n'a pas tous, je pense, cette même capacité à. Pour moi, c'est un peu déconnecter le cerveau à ce moment-là. C'est de dire, bon, là, j'arrête de penser. Je fais en fait. Et juste, voilà, cet exemple-là de sauter, moi, il est typique. Et c'est juste se déconnecter à ce moment-là, lâcher, mettre de côté ses craintes et franchir le pas. Je pense on n'est pas tous, on n'a pas tous la même capacité à le faire naturellement, mais je pense que ça se travaille. Et que de toute façon, il n'y a qu'une seule chose qui peut permettre de vérifier si ça fonctionne ou pas, c'est de le faire en fait. Alors peut-être que des fois, l'objectif qu'on se fixe, il est peut-être trop haut. Typiquement, si on n'a jamais sauter de 10 mètres, c'est peut-être un peu trop. On va peut-être commencer par des petits pas, sauter d'un petit plongeoir basique de 50 cm, puis 1 mètre, puis 3 mètres, puis 5 mètres, etc. De la même manière, qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Quels sont les petits pas qui sont à la portée de certains? Parce que vous l'avez dit, on n'est pas tous fait pareil. Il y en a qui vont pas hésiter à passer du noir au blanc et d'une situation à une autre situation en switchant, mais ça, tout le monde ne peut pas le Tout le faire. monde peut pas. Donc, quels sont les petits pas, finalement, que vous recommandez pour amorcer une transition en douceur? Et ben dans ce cas-là, ça va être de commencer à faire des petites choses peut-être, le principe de l'effet cumulé, c'est-à-dire de rajouter des petits changements au quotidien dans sa vie, commencer à essayer de se connaître, donc peut-être lire des livres de développement personnel, commencer à essayer de déconstruire ses peurs, essayer de savoir sur quoi elles se fondent. Donc voilà, peut-être avant de commencer finalement un travail externe de changement, de mutation professionnelle ou autre, de commencer à se déconstruire un petit peu, de se connaître, histoire de se rassurer, de s'apaiser. Dans tous les cas, c'est bénéfique sur tous les points de vue, je pense, de la Ouais. vie. Donc, Intéressant. Et puis si on n'est pas trop lecture, il y a les podcasts, il y a des vidéos aujourd'hui, il y a beaucoup de contenu qui nous aident dans ce sens-là. Merci, hein. Dernière question sur ce point-là, par rapport à ce premier pas, vous pensez quoi du rôle de l'entourage? Est-ce qu'il est systématiquement bénéfique? Comment discerner si l'entourage il n'est pas forcément bénéfique? Alors sans se brouiller avec qui que ce soit, hein, c'est pas l'objectif, mais l'idée c'est d'arriver à identifier quand on est bien conseillé et quand on ne l'est pas. c'est ça. L'entourage n'est pas forcément bon conseiller, dans le sens où l'entourage va forcément projeter des choses de son. C'est pas un professionnel par définition, donc il va pas être objectif, il va projeter des choses parce qu'il vous connaît par un biais particulier, un lien familial par exemple, amical ou autre. Donc déjà il y a des projections de la personne, il y a ce que vous donnez à voir dans cette relation-là, qui n'est pas forcément vous professionnellement non plus. Donc il y a pas mal de petits facteurs qui vont faire que l'entourage, c'est pas toujours de bons conseils. J'ai tendance à dire, prenez les conseils de votre entourage parce que ça reste une part de vérité, c'est important de les recevoir. Par contre, vous êtes seul décideur. C'est vous qui vous connaissez mieux que quiconque, c'est vous qui avez les choix à la fin, c'est vous qui serez avec vous-même toute votre vie, c'est vous qui allez au travail tous les jours. Donc la décision, elle doit venir de vous, même si elle va à l'encontre des projections de votre entourage des fois. Sachant que quand notre entourage nous donne des conseils,
En fait, c'est parce qu'ils nous aiment. C'est rarement par égoïsme ou pour nous priver de quelque chose. Donc c'est bien intentionné. Je reprends l'exemple que je disais tout à l'heure. Moi, quand j'ai voulu me lancer dans l'entrepreneuriat, euh, ça partait d'un bon sentiment de mon entourage de me dire, t'es sûr, c'est risqué, c'est pas stable. Mais ça part d'un bon sentiment. Donc voilà, faut prendre ce qu'il y a à prendre. Faut prendre. C'est pour ça, il faut pas, comme vous le disiez, il faut pas se brouiller avec, il faut pas aller dans la contradiction. Il faut essayer de montrer aussi, alors je sais pas comment du coup vous l'avez fait, mais essayer de montrer que c'est quelque chose auquel on tient, qu'on y a réfléchi, que c'est quelque chose de construit, qu'on s'est renseigné pour, et quand même s'écouter au final. Oui, et puis comme j'aime le dire, on en avait parlé avec Benjamin dans le podcast sur la mobilité professionnelle, on reste quand même dans un pays où on a la chance de pouvoir faire des tests. Clairement. C'est rare quand on perd tout parce que finalement on a pris une mauvaise décision. Il n'y a pas de mauvaise décision, il n'y a que des apprentissages. Et au pire, on aura appris quelque chose. Et c'est relativement facile, entre guillemets, je mets des guillemets bien évidemment, mais c'est relativement facile de rebondir ensuite. On est dans un pays où contrairement à certains pays même voisins, où il y a des précarités de l'emploi, où il y a des choses assez compliquées et pas énormément d'aide, de dispositifs pour nous accompagner, là, je ne donnerais pas le même conseil. Mais effectivement, on est en quête d'épanouissement dans ce podcast, et quand c'est vraiment ça qui nous fait du mal, effectivement, c'est bien de cette peur du changement, d'arriver à la rationaliser en se disant qu'on n'a pas grand-chose à perdre aussi. Exactement. Prendre du recul. Et ça, c'est le fait de se renseigner, le fait de savoir justement quelles sont les sécurités qu'on va pouvoir rencontrer, qui va pouvoir aussi se rassurer peut-être sur son changement. Excellent. Alors Maxime, peut-être pour terminer, sur notre dernière partie, où on cherche à s'inspirer, se rassurer, agir, vous nous avez parlé à demi-mot d'un exemple de reconversion. Est-ce que il y a d'autres histoires dans les personnes que vous avez accompagnées qui vous ont particulièrement marqué, ou alors un conseil à celles et ceux qui nous écoutent, qui sont au bord du plongeoir? Sauter. Sauter la bouteille, et en sécurité, ça devrait bien se passer. Non, globalement, en termes d'histoire, oui, à la rigueur, j'ai une personne que j'avais accompagnée, que j'avais beaucoup appréciée, dans le sens où c'était quelqu'un qui était dans les RH, qui était chasseuse de tête sur Paris. Donc en plus un poste à responsabilité dans le secteur de la finance. Donc plutôt capé, assez jeune, une trentaine d'années, et qui du coup avait un sacré bagage professionnel, une aisance matérielle qui était confortable, et qui par contre était en quête de sens professionnellement et ne savait pas trop quoi faire, et du coup elle avait engagé un bilan de compétences tout en sachant pas vraiment où elle voulait aller. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait eu quelque chose à prouver dans le fait de réussir à monter comme ça en grade, à avoir quand même une stature professionnelle, de la responsabilité, et il y avait des choses à se prouver. Elle avait checké cette partie-là, c'était OK, et maintenant elle se retrouvait à 30 ans à dire maintenant qu'est-ce que je fais concrètement, parce que ça c'est fait. Et en fait, c'est quelqu'un qui s'est reconverti doucement, donc pas directement après le bilan de compétences, mais dans les mois qu'on suivi, quand j'ai fait le suivi, qui s'est reconverti dans les RH avec un bailleur, comment on appelle ça, un bailleur social. Du coup, donc pas du tout le même environnement professionnel, mais par contre beaucoup plus en adéquation avec ses valeurs. Et elle avait fait l'équilibre de dire finalement, je vais peut-être perdre en confort matériel, mais en même temps je gagne en valeur. Comment je rééquilibre ma vie, comment je fais en sorte de pouvoir m'y retrouver quand même et de fonctionner, parce qu'elle avait en plus une vie de famille qui se développait, etc. Donc j'avais trouvé ça très très chouette, et c'est un peu ce juste milieu qu'il faut réussir à trouver des fois entre qu'est-ce qu'on vise vraiment au fond finalement, quels sont cet épanouissement professionnel dont on parle. Est-ce que c'est une question d'organisation, est-ce que c'est une question d'horaire, est-ce que c'est une question de tâche, est-ce que c'est une question matérielle et financière, est-ce que c'est une question de valeur. Il y a plein de choses comme ça qui sont et quand on ajuste les potards, les boutons, et on arrive à trouver des choses comme ça qui sont je trouve assez surprenantes et qui sont loin du départ. Intéressant, ce que je retiens dans l'exemple que vous citez, c'est cette capacité à être pragmatique, à rationaliser. Il y avait peut-être des choses à perdre, effectivement, qu'elle avait construit, mais en analysant de manière froide et pragmatique la situation, elle était prête à se diriger vers autre chose parce que c'était plus aligné avec sa quête de sens et plus aligné avec ce qui, pour elle, était important pour son épanouissement professionnel. Donc elle a réussi peut-être à surmonter cette petite crainte, cette petite peur de perdre ce qu'elle avait construit. Qui était une grosse crainte, je pense. Voilà. Quand on a un gros salaire mensuel et qu'on divise par 2,5 son salaire, je pense que c'est un frein qui est quand même assez conséquent. Assez instructif comme exemple. Merci Maxime. Dernière question, une ressource que vous recommanderiez, un livre, un podcast, un exercice? C'est le podcast de Sensei. Non, alors du coup j'ai noté Oser, la thérapie de confiance de Frédéric Fauger.
J'ai parlé de l'effet cumulé tout à l'heure, mais j'ai plus le nom de l'auteur, donc il va falloir aller rechercher. Et je m'étais noté, alors en plus il a fait parler un petit peu en ce moment de Mark Manson, l'art subtil de s'en foutre. Je sais pas si ça vous D'accord, parle. ouais. Et rien que le titre, je le trouve assez accrocheur, dans l'idée de justement rationaliser ses peurs et des fois prendre de la distance sur des choses sur lesquelles on va apporter une importance capitale. Et en fait, il s'agit juste des fois de prendre un petit peu de recul. Comment on prend du recul et finalement qu'on se rend compte, c'est pas si grave, on a le droit de pas y porter d'importance à cet endroit-là parce qu'en fait, c'est une perte d'énergie et ça nous bloque dans notre avancée. Et du coup, comment on fait? Et j'avais bien aimé cette démarche-là. Ok, merci beaucoup Maxime, on note la recommandation et puis merci beaucoup pour tous vos précieux conseils lors de ce podcast. Pour terminer sur une note peut-être un peu plus légère, j'aimerais vous parler d'une fable. C'est un conte de Spencer Johnson qui s'appelle Qui a piqué mon fromage? Donc on retrouve dans ce conte 4 personnages dans un labyrinthe. Il y a 2 souris et 2 petits êtres humains. Les 2 souris, Flèche et Baluchon. Les 2 petits êtres humains, Poluchon et Balourd. Tous vivent paisiblement dans un lieu confortable au milieu du labyrinthe. Il y a un énorme stock de fromage, mais un jour, le fromage disparaît et les réactions diffèrent. Les souris, sans trop réfléchir, elles s'adaptent rapidement. Elles repartent à la recherche d'un nouveau fromage. Polochon, l'un des 2 petits êtres humains, surmonte peu à peu sa peur. Il accepte le changement et il va de l'avant. Par contre, Balourd, lui, reste figé. Plein de colère et de peur, il est incapable de quitter cette zone de confort, bien que il n'y ait plus rien dans cette zone, il n'y a plus de fromage. Alors le message clé de cette fable, elle illustre comment la peur du changement paralyse certains, pendant que d'autres s'acceptent et prospèrent. Balourd représente celui qui reste coincé dans le passé, persuadé que l'ancien monde reviendra. Et Polochon, lui, découvre que l'inconnu est moins terrifiant qu'il n'y paraît. Alors, on pourrait dire que dans cet exemple, le fromage, c'est un peu cet épanouissement professionnel qui peut à un moment donné disparaître dans la situation dans laquelle on est, dans notre zone de confort. Le labyrinthe, c'est ce monde qui est en perpétuel changement. Et la peur, c'est cet attachement à la sécurité, au connu. Et donc, on peut se poser cette question. Et vous? Est-ce que vous êtes prêt à chercher votre nouvelle source d'épanouissement professionnel ou est-ce que vous attendrez, figé, qu'elle revienne là où vous êtes?